Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 24 avril. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 3 articles cette semaine. Bientôt la fin de l'omnicanal. Pour Google, l'avenir du commerce sera agentique ou ne sera pas, à lire sur Usine Digitale. Achat en ligne, le pouvoir du flow en live streaming, à lire sur e-commerce. Et enfin, avis client et IA, la décision d'achat reste dominée par la preuve sociale, à découvrir sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 257 avec Stéphane Bobo, fondateur du groupe Innovate, un échange un peu à part qui permet de comprendre ce qui se joue avant le commerce au moment où une innovation technologique doit devenir un produit capable de trouver sa place en rayon. Stéphane intervient très concrètement sur la manière dont il identifie des technologies émergentes, souvent en Chine, sur les paris qu'il prend à ce moment-là et surtout sur ce qu'il faut mettre en place pour transformer ses produits en succès commercial, du merchandising à la formation des vendeurs. Une discussion utile pour tous ceux qui s'intéressent à la création de valeur dans le retail en amont des circuits traditionnels. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, plusieurs articles disent la même chose, mais par des chemins différents. Le commerce continue d'avancer, mais il avance plus partout de la même manière, ni avec les mêmes ressorts. Les publications de Carrefour et de L'Oréal rappellent d'abord qu'il existe encore des groupes capables de produire de la croissance dans un environnement médiocre, et dans les deux cas, il n'y a pas de miracle. On retrouve des fondamentaux assez classiques, une exécution solide, une capacité à tenir le prix sans dégrader la proposition de valeur, une bonne maîtrise des canaux et une organisation suffisamment robuste pour absorber les à-coups du marché. Dit autrement, les groupes les mieux armés continuent de transformer dans un contexte moyen en performance correcte. Le rapport Euratex oblige à regarder l'autre face du paysage. L'industrie textile européenne continue de perdre du terrain sur la production comme sur l'emploi et le climat des affaires reste mauvais. C'est un point important parce qu'il empêche de lire la séquence à travers les seuls résultats des grands groupes. Une partie du commerce tient encore, une partie de l'appareil productif européen s'abîme et les deux réalités coexistent. Le cas de Mondial Tissu est intéressant pour une autre raison. Il montre que le magasin physique garde une place à condition d'apporter autre chose qu'un assortiment. Le point de vente devient un lieu où l'on vient chercher du conseil, des services, des usages, parfois une montée en compétences. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une façon assez nette de redonner une fonction économique au magasin dans un moment où le consommateur arbitre davantage ses dépenses et attend davantage de justifications. Le live shopping pousse la même logique sur le terrain digital. L'intérêt de l'étude citée cette semaine n'est pas seulement de rappeler que ce format convertit bien, elle montre surtout que l'achat ne se déclenche pas par la seule présence d'un produit ou d'une promotion. Il se déclenche plus facilement quand l'expérience embarque, quand le rythme tient, quand l'interaction donne envie de rester et quand le spectateur n'a plus le sentiment d'être seul devant une fiche produit. Pour beaucoup d'enseignes, le sujet n'est donc plus seulement de fluidifier le parcours, il est aussi de fabriquer un contexte favorable à la décision. Cela ne signifie pas que tout devient émotionnel ou spectaculaire. L'étude sur les avis clients remet utilement les choses à leur place. L'IA progresse dans la recherche, dans la présélection, dans l'aide au tri. Au moment de choisir, les consommateurs continuent de regarder ce qu'en disent les autres clients. Ils veulent des avis récents, détaillés, crédibles. Ils veulent voir comment les entreprises répondent et ils continuent d'accorder à cette manière une valeur supérieure à la parole publicitaire et même à la recommandation algorithmique seule
Pour les marques, le sujet réputationnel sort donc définitivement du registre cosmétique. Il touche directement à la conversion et même au prix acceptable. L'entretien avec Régis Pénel va dans le même sens. Le directeur de e-commerce des Galeries Lafayette remet un peu d'ordre dans un débat devenu bruyant. Non, le SEO ne disparaît pas. En revanche, le travail de visibilité se complique. Il ne s'agit plus uniquement d'aller chercher du clic. Il faut être présent dans les réponses générées, dans des corpus, dans des environnements où l'utilisateur peut obtenir une synthèse sans visiter le site source. Cela déplace une partie de la bataille vers la qualité des contenus, la structuration technique, la donnée produit et plus largement vers la capacité d'une marque à exister dans des systèmes qu'elle ne pilote pas. Les annonces de Google prolongent ce mouvement avec une ambition plus large encore. Le sujet n'est plus simplement l'assistance à l'achat, le sujet devient l'intermédiation elle-même. Lorsque l'utilisateur formule une intention et qu'un agent se charge ensuite de composer, recommander, organiser et exécuter, la question n'est plus seulement celle de l'expérience client, elle devient presque institutionnelle. Qui occupe la position centrale dans la relation commerciale ? La marque, le distributeur, le moteur, l'agent, la plateforme. Et c'est sans doute l'un des points les plus structurants de la semaine. Les articles sur Amazon et sur le luxe rappellent enfin que le commerce reste aussi un rapport de force autour du produit. Dans le cas d'Amazon, il est question d'un soupçon de manipulation du marché pour préserver une image de compétitivité. Dans le luxe, le problème est différent, mais il touche lui aussi à la formulation de la valeur. À partir de quel moment des hausses répétées cessent-elles d'élever le produit pour commencer à rétrécir la base réelle de clientèle ? La question mérite d'être posée parce qu'un secteur finit toujours par payer le prix d'une offre qui ne parle plus qu'à une fraction de ceux qui entretenaient son désir. Au fond, la lecture la plus utile de la semaine n'oppose pas commerce physique et commerce digital, ni IA et relations clients, ni performance et fragilité. Elle montre plutôt que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui tiennent ensemble plusieurs exigences à la fois. Une exécution propre, une donnée exploitable, une réputation travaillée, une expérience qui a du sens et une proposition de valeur encore lisible pour le client. L'IA modifie déjà les portes d'entrée, mais elle ne dispense personne de le faire correctement pour le reste. Bientôt la fin de l'omnicanal. Pour Google, l'avenir du commerce sera agentique ou ne sera pas, avec l'IA comme interface universelle à lire sur l'usinedigitale.fr en date du 22 avril. Le commerce agentique n'est pas qu'un nouveau canal d'achat, c'est le changement de paradigme où l'IA devient l'intermédiaire universel entre les enseignes et leurs clients. Précurseur sur le sujet, Google entend y jouer un rôle central. Référencement, expérience utilisateur, fidélisation, tout est reconfiguré autour de la plateforme Gemini Enterprise. Le commerce entre dans une nouvelle phase avec ses annonces autour de Gemini Enterprise et de son agentique Task Force lors du Cloud Next 2026. Google ne se contente pas d'ajouter de l'IA au parcours d'achat, il redéfinit en profondeur la manière dont les interactions commerciales sont conçues, exécutées et monétisées. Derrière ces annonces se dessine un modèle de commerce agentique où des agents intelligents prennent en charge l'ensemble du cycle, de l'intention à la transaction, tout en fusionnant marketing, vente et service client. Retour sur les changements opérés par le géant de Mountain View. De la navigation au pilotage par l'intention. Le premier basculement est celui de l'interface avec les Shopping Agents et Food Ordering Agents. Google remplace les parcours fragmentés que l'on connaît par une interaction unique en langage naturel. L'utilisateur ne fait plus ses étapes, mais exprime une intention, organise un anniversaire ou commande-moi mon dîner habituel. L'agent orchestre,
alors l'ensemble du processus jusqu'au checkout. Ce changement est majeur. Il signifie que le commerce n'est plus structuré autour de catalogues et de pages produits, mais autour de scénarios de vie basés sur les habitudes de consommation de l'utilisateur. L'exemple de Reliance en Inde, multinationale possédant une branche retail, est révélateur. Un simple prompt déclenche la constitution automatique d'un panier complet, optimisé pour maximiser la valeur par session. Autrement dit, l'agent devient un vendeur augmenté, capable de faire du cross-sell de manière native. Autre exemple, tout aussi concret, celui de Papa John's, l'enseigne de restauration rapide américaine, qui développe un système hyper personnalisé qui mémorise les préférences des clients afin de livrer leur dîner à leur porte plus rapidement possible. La fin des silos entre commerce, service et support. Google insiste sur un point clé, réunifier les interactions historiquement fragmentées. En ce sens, sa plateforme Gemini Enterprise for Customer Experience, lancée lors de l'événement NRF en janvier dernier, en même temps que l'Universal Commerce Protocol, un standard ouvert pour fluidifier le parcours d'achat, intègre des agents de support client capable de transformer chaque interaction en opportunité commerciale, un omnichannel gateway qui unifie WhatsApp, SMS, RCS et voix via un point d'entrée unique, ainsi qu'un Universal Customer Context qui conserve la mémoire des échanges. Macy's fait partie des testeurs de la première heure avec le lancement d'une version bêta de son assistant Ask Macy's, et le résultat est au rendez-vous. En l'espace d'une journée, Macy's a étendu le déploiement à 50% des utilisateurs du site, puis une semaine plus tard à 100%. Un peu plus de 5 semaines s'étaient écoulées depuis que Macy's avait lancé ce projet conjoint. Le signal est clair, la distinction entre service client et vente disparaît, chaque interaction devient une continuation d'une conversation unique, persistante, où l'agent connaît déjà le client, ses préférences et son historique. Dans ce modèle, un appel au support n'est plus un coût, mais un levier de revenu. L'IA ne se contente pas de résoudre un problème, elle peut recommander, anticiper et convertir. Une expérience humaine mais automatisée. Google met aussi l'accent sur la dimension conversationnelle avec des capacités de voix human-like à faible latence et multilingue. L'objectif est de rendre les interactions avec les agents indiscernables d'un échange humain. C'est un élément stratégique. Pour que le commerce agentique fonctionne à grande échelle, il faut lever les frictions psychologiques. Plus l'interaction semble naturelle et plus l'utilisateur délègue. En parallèle, des outils comme Agent Assist épaulent les humains en temps réel, montrant que Google ne remplace pas immédiatement les agents humains, mais les inscrit dans un continuum où l'IA prend progressivement plus de place. L'agentique ne s'arrête pas au client final, il transforme aussi les enseignes. Le deuxième pilier des annonces concerne la productivité interne avec Workspace Intelligence. Google crée une couche sémantique unifiée qui connecte email, documents, réunions et données. Ce point est crucial pour le commerce agentique. Pour personnaliser efficacement une interaction client, il faut accéder à un contexte riche et transversal. En brisant les silos internes, Google alimente ses agents avec une compréhension fine des opérations, des fonctionnalités annoncées, IA Inbox dans Gmail, génération des contenus dans Docs, Slide, Ask Gemini dans Google Chat, dashboard automatique dans Sheet ou encore Drive Projects. Bref, il transforme chaque outil en un environnement agentique. Les agents ne sont plus confiés à un chatbot. Ils opèrent partout en arrière-plan et exécutent des tâches complexes et multi-étapes. Et pour pousser les entreprises à entrer dans cette nouvelle ère de productivité, Google n'hésite pas à développer des systèmes permettant de faire la bascule entre son environnement actuel et le sien. Appelée Rapid Enterprise Migration, la solution permet de passer de Microsoft à Google de façon plus rapide. Une stratégie d'écosystème assumée, et contrairement à une approche fermée, Google envoie un signal fort d'ouverture. Gemini s'intègre avec des acteurs majeurs comme Salesforce, SAP, ServiceNow ou encore Workday, et des milliers d'agents partenaires sont accessibles via sa marketplace.
Cela traduit une stratégie claire. Google ne cherche pas à remplacer l'existant, mais à devenir la couche d'orchestration centrale. L'entreprise se positionne comme le système nerveux de l'agentique, capable de connecter modèles, données, applications et partenaires. Le déploiement massif de consultants, plus de 330 000 formés, et l'implication directe d'ingénieurs Google chez les clients est un autre coup de massue pour ses concurrents. Google veut aller vite, très vite, et il ne s'agit plus de faire du commerce agentique une expérimentation, c'est un chantier industriel. Achat en ligne, le pouvoir du flow en live shopping à lire sur e-commercemag.fr en date du 22 avril. À mi-chemin entre divertissement et vente, le live streaming commerce bouleverse les codes de l'e-commerce traditionnel. Derrière ces performances spectaculaires se cache une mécanique psychologique précise. Si la confiance attire, c'est l'immersion émotionnelle, le flow, qui déclenche l'achat. À partir d'une étude menée auprès de 555 consommateurs français, Jean-Éric Pellet et Basma Tayeb, chercheurs au Business Science Institute, décryptent les ressorts de cette nouvelle expérience d'achat où la transaction laisse place à un véritable moment collectif. Imaginez une boutique en ligne où le vendeur vous appelle par votre prénom, répond à vos questions en temps réel, fait rire la communauté autour d'un produit et crée une ambiance de découverte collective. Ce n'est pas le futur, c'est le présent du live streaming commerce, une pratique née en Chine qui conquiert aujourd'hui la France avec des taux de conversion atteignant parfois 30%, 10 fois plus que l'e-commerce classique. Derrière ces chiffres spectaculaires se cache une alchimie subtile entre raison et émotion que notre recherche menée auprès de 555 consommateurs français permet enfin de décrypter. Le live shopping n'est pas une simple télé-achat modernisé, c'est un spectacle interactif où le streamer, mi-animateur, mi-conseiller, donne vie au produit en direct. Pourquoi un tel engouement ? La réponse ne réside pas dans un seul facteur, mais dans une séquence psychologique précise. La confiance ouvre la voie, mais c'est l'état de flow, cette immersion totale où l'on oublie le temps qui déclenche réellement l'acte d'achat. La confiance est un prérequis nécessaire, mais un moteur insuffisant. Et dans l'univers dématérialisé du web, où l'on peut ni toucher ni essayer, la confiance est la clé de voûte. Notre étude le confirme, l'expertise, la crédibilité et surtout la réactivité du streamer sont essentielles pour rassurer l'internaute. Un bon présentateur sait anticiper les doutes, y répondre instantanément et instaurer un climat de proximité rassurante. Cette relation de confiance réduit l'incertitude perçue et pose les bases d'un échange commercial sain. Pourtant, et c'est là un résultat marquant de nos travaux, cette confiance, si cruciale soit-elle, ne suffit pas à convertir un spectateur en acheteur. Elle conditionne l'entrée dans l'expérience, mais n'emporte pas la décision finale. Elle est la porte d'entrée pas le passage à l'acte, Et le flow, l'état de grâce qui transforme le spectateur en acheteur. Le véritable déclencheur est plus émotionnel, presque magique. C'est l'entrée dans un état de flow. Emprunté à la psychologie positive, ce concept décrit un moment d'absorption complète où l'attention est captivé, le temps semble suspendu et l'individu est pleinement engagé dans l'activité en cours. Le live streaming est un terreau idéal pour cultiver cet état grâce à 2 ingrédients fondamentaux. Premièrement, l'interactivité frénétique et communautaire, les commentaires qui défilent, les questions posées aux streamers, les réactions aux autres viewers créent une dynamique de groupe vivante et inclusive. Le spectateur ne se sent plus seul face à son écran, il fait partie d'un public actif, d'une micro-communauté éphémère. Cette sociabilisation en direct renforce l'engagement et désinhibe l'acte d'achat. Deuxièmement, l'attractivité spectaculaire et narrative. Un bon live shopping est une mise en scène. Le streamer ne liste pas des caractéristiques produits, il raconte une histoire, fait des démonstrations convaincantes, lance des défis, révèle des promotions en exclusivité.
C'est un divertissement à part entière qui captive l'essence et entretient un suspense continu. L'internaute reste scotché par crainte de manquer la bonne affaire et le moment drôle. Notre modèle Poppy, Process of Online Purchase Intention, établit clairement le lien. C'est lorsque la confiance préalable permet au consommateur de se lâcher et de plonger dans ce flot que l'intention d'achat augmente de manière significative. La tête a donné son accord, le cœur et les émotions prennent alors le relais pour franchir le pas. Recommandation managériale, orchestrer la symphonie, confiance, flow. Pour les marques et les retailers, ces insights sont porteurs de leviers d'action concrets et puissants. La première étape consiste à recruter et former des streamers couteau suisse. Oubliez le simple vendeur, il faut désormais chercher des personnalités à la fois expertes, charismatiques et ultra réactives. Leur crédibilité technique, leur connaissance parfaite des produits doit s'allier à des compétences d'animation et d'empathie digitale. Ils doivent être capables de gérer un chat en direct, de créer du lien personnel et d'improviser pour entretenir l'énergie du direct. Investir dans leur formation à la prise de parole et à l'interactivité est non pas un coût, mais un prérequis stratégique. Ensuite, il est impératif de scénariser l'expérience et non pas de présenter un catalogue. Un live réussi se prépare comme un spectacle. Il a un fil rouge, un rythme, des temps forts. Il faut y introduire des éléments de gamification, jeux concours avec code promo flash, dévoilement progressif des produits, invitation de clients ou d'experts en duplex. L'art consiste à créer de la rareté et de l'urgence. Les Galeries Lafayette, par exemple, excellents dans cet exercice en transformant leur live en événements qui rendent le luxe accessible et vivant, mêlant conseils stylistiques et ambiance festive. L'objectif ultime est de rendre le viewer accro au déroulé, pas seulement intéressé par un article. Enfin, la stratégie gagnante est holistique et séquentielle. La grande erreur serait de se focaliser uniquement sur la construction rationnelle de la confiance ou sur le pur divertissement. La recette repose sur un enchaînement délibéré. La première partie du live doit consolider la crédibilité. Présentation transparente du streamer et de la marque, réponse détaillée aux questions techniques, mise en avant des garanties. Une fois cette barrière cognitive abaissée, place à l'immersion émotionnelle. C'est le moment d'augmenter le rythme, les interactions et le storytelling, faire reculer le public dans le flow. L'enchaînement est clair, d'abord rassuré, ensuite enchaîner vers un nouveau paradigme de la transaction à l'expérience. Le live streaming commerce représente bien plus qu'une nouvelle base